Génocide à ciel ouvert en Palestine avec des crimes de guerre caractérisés. On l'a vu avec la destruction de l'hôpital Kamal Adwan. Arrestation arbitraire qui concerne les jeunes et parfois les très jeunes. L'hydre colonial continue de massacrer encore et toujours. Jamais autant l'identité palestinienne n'a été aussi menacée. On en parle justement avec un chercheur indépendant en histoire contemporaine, auteur du livre La mémoire de la Nakba en Israël, Thomas Vescovi. Bonsoir. Bonsoir, Thomas Vescovi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, vous avez beaucoup travaillé, Thomas Vescovi, sur la mémoire de la Nakba de 1948. Est-ce que, selon vous, ce qui se passe depuis le 7 octobre s'y approche, à savoir, est-ce que c'est une forme de seconde Nakba? Ce qui est certain, c'est que ce que les Palestiniens sont en train de vivre actuellement, il n'y a dans leur histoire de comparaison que 1948. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remonter à cette date pour voir autant de Palestiniens déplacés, sachant que là, on a dépassé largement les 750 000 Palestiniens qui avaient été contraints à un exil forcé en 1948. Il faut remonter très loin dans le temps, donc 48, pour voir autant de Palestiniens être tués. Là encore, on a dépassé largement le nombre, sachant que, comme vous l'avez indiqué dans votre journal, nous avons 45 000 Palestiniens tués recensés, et on sait qu'il y a sûrement 2 à 3 fois plus de victimes encore sous les décombres ou qui n'ont pas pu être justement recensées. On a énuméré les souffrances des Razaouis en particulier, mais des Palestiniens en général. Vous posez la question sur la volonté dernière des officiels sionistes de sceller définitivement la question palestinienne. En un mot, en finir avec, tout bonnement, en finir avec l'identité palestinienne. Au vu de ce qui se passe depuis le 7 octobre, parlez-nous franchement, comment voyez-vous l'avenir des Palestiniens ? Il faut comprendre à quel point est-ce que pour la droite israélienne, notamment Benjamin Netanyahou, mais d'autres avant lui aussi, leur objectif a toujours été de sceller définitivement la question palestinienne, la solder, en la faisant disparaître. L'idée, c'était de s'assurer que sur le plan international, on ne parle plus des Palestiniens, et il faut reconnaître qu'ils avaient en partie réussi. Puisque en tout cas en Occident et au sein de différents pays arabes, la question palestinienne était devenue secondaire. On a vu par exemple que les États-Unis avaient transféré sous Donald Trump leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. On a vu que l'UNRWA, qui est l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés palestiniens, connaît une crise budgétaire importante. Et il faut mesurer ce que veut dire ces deux éléments. La question palestinienne, l'enjeu pour le peuple palestinien, c'est d'assurer l'obtention d'un État avec notamment Jérusalem comme capitale. Or, si Jérusalem n'est plus soutenue internationalement comme étant une ville qui doit être partagée pour être la capitale de deux États, eh bien, la question palestinienne, évidemment, perd en crédit dans ses revendications. Et la question des réfugiés est aussi importante, puisqu'il faut savoir que 50% des Palestiniens sont des réfugiés. C'est un peuple qui est constitué quasi majoritairement de réfugiés. Et donc, si on arrête de financer l'agence onusienne qui permet aux réfugiés palestiniens de subvenir à leurs besoins et d'exister, eh bien, quelque part, on ruine complètement la destinée palestinienne de pouvoir avoir un État souverain et indépendant. Et donc, lorsqu'il y a eu cet octobre 2023, eh bien, effectivement, Netanyahou a utilisé cet acte pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un process qui est, bien, puisque les Palestiniens ne disparaissent pas de manière claire, parce que là, ils ont fait leur retour, disons, sur la scène internationale, eh bien, on va tout faire pour empêcher, quoi qu'il arrive, l'existence d'État palestinien, en s'attaquant notamment à un des deux territoires, qui est la bande de Gaza, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est devenue une zone quasiment invivable, puisqu'il y a quasi plus de 60% du territoire qui a été détruit, l'eau n'est plus potable du tout, et on se demande comment est-ce que, à court terme, les populations palestiniennes de Gaza pourront demeurer dans ce territoire de la bande de Gaza. Et en Cisjordanie, l'autre territoire qui est censé devenir État de Palestine, eh bien, vous l'avez également évoqué, il y a une colonisation à marche forcée, un processus d'annexion. Et donc, quand on met tout ça bout à bout, si vous voulez, on comprend à quel point est-ce que, du point de vue du gouvernement israélien, il est évident actuellement que leur objectif principal
est de faire disparaître complètement la question palestinienne, ou du moins de la rendre littéralement insoluble, dans le sens où l'idée même d'État palestinien ne puisse plus voir le jour, puisqu'elle n'est plus praticable. Et compte tenu, vous avez énuméré bien entendu la tragédie palestinienne, notamment à Gaza, mais au sein des territoires occupés. Mais qu'en est-il du cessez-le-feu? Est-ce qu'il est toujours d'actualité, Thomas Vescovi? En fait, de manière pratique et en termes diplomatiques, les deux acteurs, que sont d'un côté le Hamas, qui négocie en représentant de toutes les factions palestiniennes présentes dans la bande de Gaza, et de l'autre côté le gouvernement israélien, ils ne peuvent pas s'arrêter de négocier, puisque la diplomatie est faite de sorte qu'il y a des cycles de négociation qui ont lieu, hébergés notamment par l'Égypte principalement, avec également la présence du Qatar et des États-Unis, et donc on a des cycles de négociation. Sauf que ce que j'ai essayé d'expliquer dans plusieurs articles, c'est qu'aujourd'hui on a deux acteurs qui ont des volontés qui sont complètement opposées, antagoniques. C'est-à-dire que par le passé, on a eu parfois des accords qui ont été scellés dans la bande de Gaza entre le Hamas et le gouvernement israélien, y compris à l'époque de Netanyahou, parce qu'il y avait, si vous voulez, des aménagements à faire dans différents points. Là, on a clairement d'un côté Netanyahou qui veut faire croire à sa population qu'il peut faire disparaître le Hamas, et donc dans ce cas-là, tout accord qui impliquerait le maintien du Hamas dans la bande de Gaza est impossible d'être accepté par Netanyahou. Et en même temps, du côté palestinien, il est clair que dans la bande de Gaza, il n'y a que le Hamas aujourd'hui qui est capable d'avoir une espèce d'autorité, ou en tout cas de souveraineté. On ne peut pas imaginer, en fait, si vous voulez, une bande de Gaza administrée sans la présence du Hamas, puisque c'est une organisation qui a été présente depuis plus de 15 ans en termes de domination dans ce territoire-là. Et donc, vous voyez bien à quel point est-ce que ils arrivent à se mettre d'accord en pratique sur quelques points, par exemple libération d'otages contre prisonniers palestiniens, également par rapport à l'aide humanitaire, mais quand il s'agit d'aller sur le fond du sujet, c'est-à-dire l'avenir de la bande de Gaza, les conditions pour le cessez-le-feu, eh bien ça bloque. Ça bloque, par exemple, le Hamas demande à ce que la totalité des soldats israéliens quittent la bande de Gaza, qui se retire complètement. Du point de vue israélien, et notamment Netanyahou, c'est une proposition qui est pour l'instant inentendable, tant que précisément le Hamas continue d'être présent dans la bande de Gaza. Il faut mentionner quand même un point important. À l'heure où on se parle aujourd'hui, vous avez quasi 20% de la bande de Gaza qui est occupée par l'armée israélienne. C'est-à-dire que quand on parle d'occupation, c'est ils ont construit des routes, des bases, ils se sont installés, et on peut craindre évidemment qu'à terme, cette installation soit en fait l'avant-garde d'un processus de colonisation qui pourrait avoir lieu. Pour l'instant, c'est minoritaire côté israélien, il faut le rappeler, mais on peut tout à fait s'inquiéter quand on voit que Netanyahou ne s'empresse pas de signer un accord de cessez-le-feu. On parle des otages d'un côté, mais on oublie également les 15 000 otages palestiniens qui sont détenus actuellement avec un vide juridique. Thomas Vescovi. Alors, dernière question. On va parler de solidarité internationale. Hier, une marche a eu lieu pour dénoncer le génocide en Palestine qui s'est organisé en Suède. Même chose à Toronto, sans oublier la marche. Il y a une semaine, c'était à Chicago. L'Espagne a annoncé qu'elle fournirait 75 millions d'euros d'aide à la Palestine. On a vu par exemple des trains en Italie aux couleurs de la Palestine en guise de solidarité. En Nouvelle-Zélande, même son de cloche, en tout cas même manifestation. À Brighton en Angleterre, des maisons arborant le drapeau palestinien ont également fait florès. Les fans du club de foot de Liverpool ont aussi donné de la voix pour dénoncer la situation du génocide en Palestine. La Norvège a durci également le ton et demande à la FIFA d'exclure l'entité sioniste de toutes les compétitions. Alors Thomas, il y a trois catégories de personnes, semble-t-il, face au génocide. Ceux qui le taisent, ceux qui le commentent et ceux qui font tout pour l'empêcher. Voyez-vous un sort probable similaire à l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid concernant l'hydre sioniste? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera ma dernière question. Concrètement, moins l'État de Palestine existe en pratique sur le terrain, par rapport à tout ce que j'ai énuméré précédemment, et paradoxalement, plus il existe au niveau international. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui de plus en plus d'États dans le monde qui ont reconnu l'État de Palestine. Vous avez une présence de l'État de Palestine dans quasiment toutes les instances internationales, et on a vu à quel point est-ce que ça a été important, notamment pour déposer plainte contre Israël à la Cour internationale de justice.
ou pour demander un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou à la Cour pénale internationale. Donc c'est important de préciser à quel point est-ce qu'il y a une solidarité pour la Palestine qui se manifeste aux quatre coins du monde. Et ça, c'est indéniable. Les derniers votes à l'Assemblée générale des Nations unies montrent que vous avez de 120 à 130 États dans le monde qui demandent la création d'un État palestinien, la fin de l'occupation israélienne. Donc l'État d'Israël, évidemment, aujourd'hui est complètement isolé sur la scène internationale. Ceci étant dit, il faut reconnaître qu'on a plus de 400 jours d'une guerre dans la bande de Gaza dont le caractère génocidaire ne fait quasiment plus aucun doute aujourd'hui, et pour autant, on ne voit pas vraiment de sanctions être appliquées, on ne voit pas les principaux soutiens à l'État d'Israël, que sont notamment les États-Unis ou en Europe, on pense à des pays comme l'Allemagne par exemple, eh bien être en capacité d'arrêter ce soutien-là et d'aller vers une autre politique. Et donc, vous l'avez tout à fait expliqué, on se dirige, à mon sens aujourd'hui, vers une radicalisation en Israël dont la seule réponse probable, en tout cas au niveau international, c'est la création évidemment de campagnes, comme on avait vu avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, d'une solidarité internationale pour le peuple palestinien qui doit redoubler pour soutenir évidemment le droit de ce peuple à exercer ses droits, et enfin pour assurer que l'État d'Israël, dans cette politique qui est menée, soit de plus en plus isolé, condamné et évidemment sanctionné. Alors rapidement, Thomas, j'avais dit que c'était ma dernière question, mais rapidement une indication. Comment vous voyez l'année 2025 concernant la Palestine et le Liban? Tout va dépendre en réalité de ce qui se passera, je pense d'abord à la Maison-Blanche lors de l'intronisation de Donald Trump. Trump avait promis qu'il y aurait potentiellement un accord qui serait scellé avant son entrée à la Maison-Blanche. Pour l'instant, c'est encore en suspens. Ce qui est certain en tout cas, c'est que la population palestinienne de Gaza aura besoin d'une solidarité fondamentale, déterminante. Il y aura un processus de justice qui va, à mon avis, s'amplifier. Je crois vraiment. On a vu ces dernières semaines à quel point est-ce que de nombreuses ONG à travers le monde, on pense à Human Rights Watch, on pense à Amnesty International, ont redoublé d'efforts pour faire entendre via des rapports à quel point ce qui se passait dans la bande de Gaza a un caractère clairement génocidaire. Donc je crois que du point de vue du droit international, ça va s'amplifier, je pense, fortement. Et puis, eh bien, naturellement, ça va être une question de rapport de force. D'abord, côté palestinien, on a beaucoup d'indications qui montrent une volonté des factions palestiniennes de s'unir, parce que je crois qu'il n'y a que dans leur unité qu'ils pourront faire entendre la voix d'un avenir et d'un destin palestinien, y compris dans la bande de Gaza. Et ce rapport de force-là, pour qu'il soit évidemment important, il faut que les Palestiniens bénéficient aussi d'une solidarité par rapport aux pays de la région, parce que pour le moment, vous l'avez expliqué, hein, mais on a malheureusement des faiblesses en termes de soutien international, et notamment dans le monde arabe, de voix qui sont trop éparses, qui sont trop divisées, là où, au contraire, il y a besoin d'une unité très claire de soutien à la Palestine et aux droits des Palestiniens qui devront être, de toute façon, mobilisés tout au long de l'année 2025 si on veut espérer que ces images cessent et qu'un autre avenir soit possible. Et l'ONU, dans tout ça, vous n'avez pas parlé trop de l'ONU, Thomas Vescovi, vous avez parlé peut-être d'un manque de cohérence, en tout cas d'entraide des nations arabes, en tout cas même du monde occidental, mais vous n'avez pas trop insisté sur l'ONU. En fait, les Nations Unies, c'est le rapport de force international. C'est-à-dire, moi, qu'à l'ONU, en fait, on voit simplement s'exercer ce que j'expliquais là, les divisions qu'on a vu s'exercer. À l'ONU, il y a deux espaces importants. Le premier, c'est l'Assemblée générale, et j'expliquais précédemment que l'Assemblée générale des Nations Unies a, cette année, à 4 reprises, voté massivement en défense des droits des Palestiniens. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Et à l'inverse, on voit à quel point est-ce que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, eh bien, les États-Unis, systématiquement, tout au long de l'année 2024, ont mis un veto à ce que des sanctions soient prises, des condamnations soient faites contre la politique israélienne menée dans la bande de Gaza. Et là, encore une fois, ça montre à quel point est-ce que le rapport de force doit s'amplifier en faveur des Palestiniens, en défense de leurs droits, aux Nations Unies évidemment, mais aussi par le biais d'autres organismes qui soient en Occident ou dans le monde arabe ou ailleurs, puisque on n'a pas non plus parlé du fait que depuis 400 jours maintenant, les principaux États qui s'engagent véritablement aux côtés des Palestiniens, outre ceux potentiellement du monde arabe, on pense à l'Afrique du Sud, on pense à des pays également d'Amérique du Sud qui montrent à quel point est-ce que la solidarité palestinienne n'est pas une question arabe ou musulmane,
c'est une question de droits de l'homme et qui s'exprime dans le monde entier par des États qui souhaitent absolument démontrer que le droit international doit s'appliquer partout de la même manière. Et c'est entendu. Merci Thomas Vescovi. Ça sera votre conclusion. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, historien et chercheur. Et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.